Alors, bonjour à tous, bienvenue à cette deuxième édition du papier des mardis de l'emballage alimentaire plutôt. Aujourd'hui, je suis présente avec Frédéric Merle de Ramaterials avec qui le CERCIA co-organise cet événement. Nous aurons également au panel différents intervenants, donc Olivier Litrac du LNE, Cédric Guillemot de Freeride et Virginie Wagano et Grégory Pacou de Malinché Paquet. Donc, rapidement, sans plus tarder, on va vous présenter un peu le programme de la matinée. Donc, on va parler un peu des enjeux actuels du papier et du carton dans l'emballage alimentaire. Également, on va aborder un exemple d'emballage innovant en papier, donc le Cycle Pack de Malinger. Et ensuite, on aura le retour d'expérience d'une entreprise, justement, qui a eu à utiliser cet emballage. Et après, on finira par les prochains rendez-vous. Les mardis de l'emballage alimentaire. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, les mardis de l'emballage, c'est le rendez-vous en fait qu'on vous propose pour faire le point globalement sur l'actualité alimentaire en lien avec des thématiques de l'emballage alimentaire. C'est aussi l'occasion de faire rencontrer les acteurs de la filière, donc aussi bien les fournisseurs, les experts que les entreprises, et du coup avoir un espace d'échange entre ces différents profils. Et aussi, c'est l'occasion pour vous de faire remonter vos besoins, donc aussi bien dans le chat que éventuellement par mail via le questionnaire de satisfaction. Donc, c'est aussi l'occasion à vous justement de faire remonter vos besoins pour enrichir cet événement. Donc, du coup, rapidement, je laisse Frédéric nous dire qui est Ramaterials, qui co-organise l'événement. Oui, bonjour à tous. Donc, rapidement, effectivement, Ramaterials est un cluster situé à Tourcoing, donc dans le nord de la France, et sur le sujet de la transformation des matériaux. Donc, on regroupe à la fois un pôle de compétitivité, un club d'entreprise et un incubateur autour de thématiques liées aux nouveaux matériaux, aux problématiques de fonctionnalisation des matériaux, de fin de vie, sachant qu'on peut effectivement être amené à travailler sur beaucoup de matériaux différents, et notamment le textile et les matériaux liés à l'emballage, et notamment à l'emballage alimentaire. Alors, cet événement et le choix du sujet de cet événement correspond bien à une évolution des enjeux liés à l'emballage alimentaire, et notamment avec la loi AGEC et les obligations d'augmenter le pourcentage de recyclage dans les emballages alimentaires. Effectivement, le papier carton s'impose aujourd'hui comme une alternative très intéressante. Et donc, l'objectif de cet événement est de faire discuter, de vous faire en tout cas une présentation de possibilités qui existent déjà aujourd'hui pour passer sur des emballages en papier carton et aussi sur des aspects plus réglementaires. Donc voilà, je te repasse la main, Ornella. Merci Frédéric. Alors globalement, voilà le sujet qui est bien présenté, introduit, et justement nous le CERCIA, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on a une association de conseil en technologie et innovation pour le secteur alimentaire. Donc on intervient sur des thématiques de conseil, de mise en relation, de gestion de projet sur les besoins des entreprises agroalimentaires de la région des Hauts-de-France. Donc les deux thématiques sur lesquelles on intervient souvent, c'est la création de nouveaux produits et services. Et effectivement, dans le nouveau produit, on a aussi la question de l'emballage et l'amélioration de la performance globale de l'entreprise. Donc, pour avoir plus d'informations sur nos activités, n'hésitez pas à consulter notre site internet ou éventuellement à nous proposer un rendez-vous pour vous présenter un peu plus en détail ce qu'on fait. Donc, voilà quelques informations pratiques. Donc, pour poser vos questions, n'hésitez pas à utiliser l'onglet questions, en bas à droite de votre écran. Du coup, vous avez également la possibilité de voter afin qu'on puisse identifier les questions les plus pertinentes à poser aux intervenants, et aussi un questionnaire de satisfaction vous sera envoyé par replay après le webinaire. Donc, du coup, Olivier, je te donne la parole justement pour nous présenter les enjeux du papier et du carton aujourd'hui dans le secteur de l'emballage alimentaire et les différents travaux sur lesquels tu travailles. Merci. Bonjour à tous, merci pour cette présentation. Est-ce que vous m'entendez et est-ce que vous voyez mon écran? De mon côté, ça va. Donc, oui, de mon côté, ça va aussi. Alors, je fais juste une correction. Je suis un chercheur INRAE, donc dans
pensionnat de recherche agronomique et alimentation et environnement. J'interviens ici. Alors, on est associé, nous, alors moi j'appartiens à une unité mixte de recherche qui s'appelle Seafood, qui est hébergée par Paris-Saclay, l'université de Paris-Saclay. Nous allons déménager d'ici quelques semaines. Et nous sommes également mariés au LNE dans le cadre d'une unité mixte technologique dédiée aux matériaux sûrs. Alors, je vais aller un peu rapidement sur certaines questions. Sur certains aspects, vous avez accès à toute ma présentation qui vous sera fournie, sera téléchargeable, ou sinon vous allez sur nos serveurs. Le sujet papier-carton, c'est assez chaud pour le contact alimentaire, on ne va pas se mentir. Hein. Alors, moi, je suis un chercheur, je vais vous parler de résultats de recherche. Ça, c'est là où on est en train de déménager, à côté de l'école polytechnique. Je me présente un peu rapidement. Nous, notre équipe de recherche est dédiée aux questions de modélisation multi-échelle de l'échelle des molécules à très grandes échelles. C'est ce que nous faisons. Et dans le cadre de l'UMT CEFMAT avec le LNE, nous avons 3 grands axes de recherche et développement. Le premier, c'est les retours au contact alimentaire des matériaux recyclés, quels qu'ils soient, plastique, papier, carton, le vieillissement des matériaux et toutes les questions autour de l'ingénierie raisonnée. Comment aller très vite pour faire des choses sûres, durables, performantes. Et c'est vrai que aujourd'hui, que ce soit en Europe ou en France, il y a un effet d'accélération. Hein. En 2025, tous les plastiques devraient être recyclés. Certains plastiques vont être supprimés. Dès l'année prochaine, il faudra mettre des étiquettes contenant des perturbateurs endocriniens. Donc tout cela pour dire, mais alors, pareil en Europe, les plastiques sont pas forcément très recommandés et on pense que les papiers et les cartons seraient une solution. Alors les papiers et les cartons aussi ont leur lot de problèmes. Je vous rappelle qu'au mois de janvier de cette année, il y avait une consultation publique pour interdire les huiles minérales pour toutes les applications encre d'impression. On a atteint des niveaux de contamination des papiers cartons recyclés qui étaient tels dans le passé que les autorités ont décidé d'aller supprimer les huiles minérales, non pas dans l'emballage alimentaire, mais dans toutes les autres applications, parce que tout est lié. Et je vous rappelle qu'on a un système qui est un peu à 2 poids, 2 mesures. Les plastiques, s'ils reviennent au contact alimentaire, doivent être décontaminés, ou ils doivent revenir, ils doivent être nettoyés, ils doivent être décontaminés et par des procédés homologués par l'autorité européenne. Pour les papiers et cartons, ils sont réutilisés sans être décontaminés. Et on fait face toujours à un niveau de contamination assez important des papiers et cartons recyclés par les huiles minérales. Donc ça, c'est un petit peu le point central de ma présentation. C'est comment gère-t-on les risques pour des matériaux qui ne sont pas vraiment gérés, qui l'ont jamais été, ne sont pas sous contrôle de l'autorité sanitaire, il n'y a pas d'obligation légale là-dedans. Alors dans le passé, on a trouvé des niveaux de contamination élevés des huiles minérales. Alors les huiles minérales ne viennent pas nécessairement que des papiers et cartons, il y avait des effets, des toiles de jute, etc. Mais c'était vraiment ubiquitaire, au point qu'on pouvait imaginer que les papiers et cartons recyclés sont les premières sources de molécules cancérigènes dans l'alimentation humaine. L'une des premières. Je pèse un petit peu mes mots. Vous verrez, je vous donnerai des résultats sur des choses qu'on a mesurées dans des matériaux prélevés dans les supermarchés français, dans le cadre d'un programme ANR que je coordonne. Mais c'est une vraie problématique qu'on ne comprend pas complètement aujourd'hui. Mais ce qui est sûr, c'est que tous les papiers et cartons recyclés sont contaminés par des phtalates. Et d'ailleurs, c'est même un des marqueurs qu'on utilise pour identifier que le papier carton il est recyclé. Donc, il y a eu de nombreuses études qui ont réussi à montrer que la contamination évolue au cours du temps. Les aliments qui étaient emballés dans des papiers cartons, on pouvait voir le contaminant disparaître du carton et on pouvait voir l'aliment se réenrichir. Ça, c'est une des premières études. Tout ça, ça est apparu dans les 2009-2010. Avant, le risque était ignoré. Alors, c'est quoi la problématique qui nous concerne? C'est qu'on a un emballage qui va être en contact avec un aliment. Alors, jusqu'à présent, jusqu'à l'époque 2010, on pensait que seuls les aliments qui étaient des liquides, qui étaient gras,
pouvaient être contaminés. Donc les papiers cartons qui emballent essentiellement des aliments secs étaient relativement exclus. C'était ce que l'on imaginait. Et arrive la généralisation des matériaux recyclés. Donc les matériaux recyclés, qui sont éventuellement décontaminés, s'ils sont en plastique. Pour les papiers cartons, je vous rappelle, il n'y a pas aucune étape de décontamination, c'est simplement remélangé et remis éventuellement en contact avec l'aliment. Donc il y a un risque de contamination croisée au moment de la collecte, de contamination par le contenu et de non-maîtrise du gisement, c'est-à-dire qu'on n'est pas sûr que le papier carton était, ou l'emballage de manière générale, venait d'un usage alimentaire. Et les papiers cartons ont une autre caractéristique, ils sont sur la moitié de leur surface colorés, imprimés, donc ils sont très fortement contaminés par toutes les substances d'encre d'impression, ils sont assemblés en étant collés, donc on va avoir tous les contaminants des cols. Et vous imaginez qu'on va recycler ça une fois. Alors un plastique, c'est recyclé au maximum pour un polyéthylène terephthalate, on pense 9 fois, papier carton jusqu'à 30 fois. Au moins, c'est les valeurs de la littérature. Alors vous me direz, mais pourquoi gérer les risques? Alors les risques, ça a quand même deux problèmes. Une dimension émotionnelle et une dimension cognitive, hein, on peut quand même les comprendre. Hein. Alors en 2015, certaines associations de consommateurs trouvaient que on n'en faisait pas assez. Hein. Et donc l'association Foodwatch, elle a fait lancer un gros plan de surveillance sur les niveaux de contamination dans les aliments secs en contact direct ou pas avec des papiers cartons. On trouvait des huiles minérales. Alors si vous êtes curieux, vous trouverez la même étude qui a été refaite en 2021 hein, par Foodwatch. Alors, nous, on s'est intéressé au papier carton sur la même période, hein, et on a réussi à mettre en évidence qu'il y avait des problèmes de contamination entre matériaux, emballage, suremballage, zone imprimée, zone non imprimée, y compris avec l'aliment, sans contact. C'était simplement une proximité qui pouvait être source du contact, enfin source de contamination. Donc on a pas mal travaillé sur la période de 2012-2016 à démontrer qu'on pouvait avoir une contamination sans contact. C'était un premier programme ANR que je coordonnais, au travers, y compris des couches de suremballage, y compris au travers du plastique. À l'époque, la répression des fraudes est partenaire et on a modifié la loi française hein, pour introduire l'une des recommandations que nous, on avait émises dans le cadre du projet. Il faut modifier la loi française pour introduire le concept de contamination des aliments secs et non gras, y compris sans contact physique. Et quelque chose on a poussé également, parce qu'on a des résultats là-dessus, y compris par mouillage à queue. C'est pas gras, mais même les contacts à queue peuvent être suffisants. Donc ça, aujourd'hui, c'est dans la loi. Alors, la loi, comment elle est constituée? Alors, vous avez une loi européenne qui aimerait bien tout gérer. On n'a pas réussi. Alors, moi, j'étais à l'INRA à l'époque, hein, j'étais expert européen, j'allais souvent à Bruxelles. Alors, 2004, c'est la DG Industrie, c'est la Direction Générale Industrie qui gère les risques chimiques au contact alimentaire. Donc, sont présents en industrie chimique, essentiellement, quelques centres techniques, mais il n'y a pas d'industrie agroalimentaire qui est présent à Bruxelles. Et on met en place quand même un règlement cadre qui dit, voilà, l'emballage ne doit pas mettre en danger la santé du consommateur et ne doit pas modifier les caractéristiques de composition et ergonométrique de l'aliment. Ça, c'est la réglementation cadre. Et il y a une obligation de gestion et d'évaluation des risques. Vous rendez quelqu'un malade, et s'il y a un fait scientifique quelque part, votre responsabilité peut être engagée. Ce qui est clair, c'est que la réglementation, c'est un transfert de responsabilité, si elle existe, hein, c'est-à-dire vous vérifiez la réglementation, des gens sont malades, c'est la collectivité qui couvrira et qui assurera ses responsabilités. Par contre, vous rendez quelqu'un malade et vous ne vérifiez pas la réglementation, votre responsabilité peut être engagée. Alors pour beaucoup de matériaux, et nous avons 17 groupes de matériaux au niveau européen, il a été, pour les matériaux plastiques, les recyclés, les emballages actifs, intelligents, la cellulose régénérée et les céramiques,
tout ça, c'est géré par une réglementation harmonisée européenne, c'est-à-dire avec des obligations qui sont spécifiques, avec des listes positives, avec des limites de migration. Tout cela a été défini, y compris les règles pour les tester. Pour les autres matériaux, dont les papiers cartons, dont les encres, dont les cols et les adhésifs, dont les colorants, dont aussi les élastomères, tout cela n'est pas couvert par une réglementation spécifique au niveau européen. Alors, si vous êtes intéressé par les évolutions de la réglementation européenne, je vous ai mis la référence. Alors, ce sont des réglementations commission, ce n'est pas des réglementations parlementaires, mais le Parlement a fait une étude en 2014 sur l'évolution souhaitable de la réglementation européenne. J'étais l'une des personnes sollicitées par le Parlement européen pour faire un peu de prospective. Et à l'époque, on a dit clairement, on va faire face à des crises associées ou à des matériaux qui ne sont pas réglementés de manière spécifique, parce qu'ils peuvent être produits dans un pays et transférés dans un autre pays sans avoir des règles communautaires et sans que les pays membres puissent s'y opposer. Déjà, on a des risques de distorsion de concurrence, mais aussi surtout des risques d'une maîtrise non harmonisée de la sécurité alimentaire pour un demi-milliard d'habitants, ce que nous sommes dans l'Union européenne. Par ailleurs, en plus de ces réglementations-là, de la réglementation cadre, vous avez une réglementation qui est souvent oubliée, qui est la 2023-2006, qui est aussi un règlement cadre Commission européenne, qui impose à l'industrie, parce qu'on n'a jamais réussi, c'était très compliqué d'amener à la table l'industrie pour négocier un petit peu proprement des standards et de financer des travaux, éventuellement, des travaux qui démontrent dans quelle direction il faudra aller. En 2006, a été mis en place un règlement qui impose aux associations de mettre en place des bonnes pratiques de fabrication des matériaux d'emballage. Ça gère entre autres aujourd'hui le recyclage des plastiques. C'est une réglementation que l'on espère qui devrait croître. Aujourd'hui, à part le recyclage des plastiques, il n'y a rien d'autre dessous. C'est un règlement cadre qui s'appliquerait aussi au papier et au carton, si on le dit bien. J'ai été l'une des personnes qui a participé à la rédaction de la 1937 et la 2023 pour les brouillons. Aujourd'hui, ça vaudrait le coup que les associations s'en saisissent. C'est un cadre pour pouvoir construire. Alors, à défaut de construction complètement harmonisée, alors vous avez les associations professionnelles. Alors, ce que propose notamment le CEPI pour les papiers et cartons, qui est l'association européenne sur les papiers, elle a mis en place un guide qui recense essentiellement les recommandations par pays. Alors, ce que j'essaie de vous faire apparaître ici, c'est que les réglementations, celles qui ont pignon sur rue pour les papiers et cartons, c'est soit la réglementation allemande, DE, celle du BFR, ou de la répression des fraudes. Un petit peu l'Italie, un petit peu pour les aromatiques polycycliques, des recommandations de l'EFSA. Mais vous voyez bien que ça devient extrêmement compliqué, c'est quelque chose d'extrêmement dynamique. Le guide du CEPI date de 2019, il n'a pas été rafraîchi depuis. En l'absence de réglementation harmonisée, c'est chaque PME va se débrouiller pour récupérer l'information, les règles ne sont pas claires, comment imposer à son fournisseur des obligations de transparence, ça va être extrêmement difficile. Surtout dans un contexte où la matière première est difficile à trouver, les prix s'envolent. On a vu sur les plastiques recyclés, ça devenait tellement cool à un moment donné, on exportait nos poubelles vers l'Asie. Maintenant, on importe les poubelles en provenance d'Asie. On manque tellement de polyéthylène terephthalate recyclé qu'il y a eu des importations massives sur la période 2019-2020 en prenant d'Indonésie, de Malaisie. Il a fallu même mettre en place une réglementation pour que ce soit contrôlé. Bon, papier carton, on ne sait pas tracer d'où viennent les fibres. Et là, je peux vous dire, on n'a même pas de collection. Alors, chaque État membre, en fonction, les États membres qui ont un peu pignon sur rue et qui sont sensibilisés à ces problématiques, vont réglementer. Et vont réglementer de manière extrêmement hétérogène. Ne vous attendez pas à avoir des choses simples, standards, rien du tout. On est sur un sujet émergent. Jusqu'en 2010, les papiers cartons, fussent-ils recyclés, contact direct avec les aliments, ne contaminent rien. Donc il y a 10 ans de cela, l'industrie disait, voilà, circuler, il n'y a rien à voir.
C'est plutôt massif, hein. On parle de molécules, les huiles minérales aromatiques, hein, quasiment toutes potentiellement cancérigènes, hein. Donc, on n'est pas sur quelque chose de léger. Alors, la réglementation allemande a fait le choix, pour faire un peu le ménage, d'une liste positive, avec des limites de migration spécifiques pour certaines substances. Vous ne reconnaissez pas forcément des huiles minérales. Beaucoup de choses associées à du biphénol, hein, parce qu'il y a une crise biphénol, hein. Les papiers cartons peuvent être aussi une source de biphénol. Mais on ne traite pas complètement le sujet papier carton. Même s'il y a des recommandations pour les huiles minérales, qui c'est avec un pluriel, hein. On n'identifie pas bien la molécule. Mais la réglementation allemande est essentiellement basée sur un concept, au départ, de liste positive de substances. Et il y en a quand même pas mal sur les papiers cartons. Il ne faut pas imaginer que l'industrie papetière, ce n'est pas une industrie chimique. C'est une industrie chimique, ce n'est pas une industrie polymère, mais c'est une industrie chimique comme les autres. Alors, la réglementation française, j'ai un petit problème d'affichage, j'ai un peu mangé, est construite un petit peu de la même manière, hein. Elle va définir aussi des règles pour des substances, va préciser un peu plus sur les MOSH, les MOA, les PFAS, et surtout va introduire non seulement le concept de migrants, mais aussi un petit peu le concept de mécanisme. Si vous lisez bien le document de la répression des fraudes, qui n'est pas complètement non plus... c'est un document technique. C'est pas des documents qu'on épure, qu'on révise aussi fréquemment que les documents européens, mais introduit aussi le principe de contamination sans contact, éventuellement au travers des couches. Voilà, je vous ai mis tous les liens, hein. Et c'est alimenté par quoi cette idée-là de contamination, de transfert, même sans contact? Vous avez ici la contamination de pâtes et de céréales avec une couche d'air ou avec une couche plastique. Et donc ça, ce sont des résultats qui ont été obtenus par le groupe de Konigrove à Zurich, hein. Ça date un petit peu, hein, ces années. C'est des travaux 2011-2012, publiés en 2013, qui ont permis de montrer, c'est-à-dire que le carton s'épuise et l'aliment s'enrichit des mêmes substances. Et donc là, c'est l'une des premières études, hein, qui a montré clairement les effets de causalité, hein, qui ont conduit, hein, à pas mal de crises et qui ont conduit à des recommandations qui sont parfois un peu surprenantes, mais il y a des choses quand même évidentes si on comprend un petit peu le mécanisme de transfert. C'est papier carton, quand vous avez des enroulements, quand vous les empilez, vous redistribuez les contaminants des encres, c'est des phénomènes de décalque ou de set-off qui ont été abondamment discutés. Ça manque un petit peu parfois de bonnes pratiques de l'industrie pour gérer ces risques-là. On a eu des crises récurrentes, hein, dont une très grosse contamination de lait, Brick, Tetra Pak, hein, et Nestlé, hein. Après, sur les jus de fruits, ça s'est passé un certain nombre de fois, hein. Vous avez la crise sur les huiles minérales, qui amène quand même les agences, hein, à se poser des questions, mais il ne faut plus rien mettre de papier carton au four, puisqu'on a des vitesses de transfert qui sont extrêmement importantes, d'espèces qu'on ne maîtrise mal. Si les huiles minérales sont aromatiques, elles sont potentiellement cancérigènes. On est allé jusqu'à... Toute l'industrie papetière souhaite, si on utilise des papiers cartons recyclés, des couches barrières. Vous voyez, alors ce sont des approches volontaires, ça manque de standards. Comment on évalue les barrières fonctionnelles? La barrière fonctionnelle, comment on la dimensionne? Comment on fait en sorte que... Et mettre du plastique dans du carton, c'est peut-être pas la solution, hein, non plus. On est toujours au milieu du gué, on a un constat, on a une réglementation extrêmement hétérogène. Alors pour les plastiques, hein, c'est migration faible et toxicité faible. Pour le reste, hein, c'est croiser les doigts que la toxicité et l'exposition sera faible. Pensez aux produits gras, pensez aux produits qui sont exportés. On a une chaîne d'approvisionnement qui est un peu compliquée. Pensez aux œufs. Les photos ont du sens, hein. Je n'ai pas choisi les photos au hasard. Pensez aux caisses de suremballage. On ne sait pas grand-chose. Ça a été partiellement regardé. On a quelques éléments objectifs qui montrent qu'on a des transferts. Et donc aujourd'hui, je vais aller assez vite parce que je pense que l'essentiel de mon message devait être là-dessus. Vous m'arrêtez quand c'est... Je vous ouvre très rapidement sur les perspectives. Actuellement, je coordonne un programme NR qui s'appelle Foods et Biopac. Vous avez les partenaires.
dont le Centre technique du papier, qui a pour but d'apporter de la compréhension. On a comme observateur la Commission européenne. L'idée, c'est d'étudier non seulement les transferts au travers le matériau d'emballage jusqu'à l'aliment, en prenant en compte les suremballages, mais prendre en compte aussi, comprendre comment les contaminants vont être transférés à des aliments secs. C'est pas très clair. Il y a une contribution très significative de la phase gazeuse. Il y a aussi une contribution très très forte des fluctuations de température. C'est pas très bien compris aujourd'hui. Il y a aussi cette idée-là, c'est si on comprend, on va pouvoir arrêter ce transfert-là. Même si le contaminant est là, on pourrait créer une barrière. Actuellement, avec le Centre technique du papier, en s'appuyant sur un brevet commun CTP-CNRS, les microfibrilles de cellulose qui peuvent être déposées en couche humide sont des barrières très denses au gaz, mais y compris aux huiles minérales. C'est essayer de comprendre comment au mieux les dimensionner. On travaille aussi sur des nouveaux concepts. On commence à imager les contaminations des huiles minérales à l'échelle de l'épaisseur d'un emballage, d'une feuille de papier ou d'un papier carton. On sait faire de la cartographie, trouver où elles sont, bien en-delà des limites de détection des méthodes analytiques qui mélangent tout. On a un problème énorme d'échantillonnage sur les papiers cartons pour objectiver le transfert. Parfois, les zones collées, c'est que certaines parties de l'emballage. Et je vous rappelle que tout ce qui est carton ondulé aussi, il y a des endroits de colle. Donc, c'est vraiment développer cette compréhension-là. C'est un projet assez important. Je vous montre des résultats quand même que l'on a déjà obtenus. On a recherché toutes les molécules là à gauche, là récemment, dans des matériaux sur le marché. On a trouvé toutes ces molécules-là à droite, dans les matériaux du marché. C'est mesures CTP et LNE. Donc, on trouve des huiles minérales aromatiques polycycliques, des photoinitiateurs, on trouve des biphénols dans pas mal de cas, des amines aromatiques primaires, ça c'est pas sympathique, et toujours des phtalates, qui est d'ailleurs la signature des recyclés pour les papiers cartons. Des travaux sur mettre au point une méthodologie qui nous permet de suivre les profils de contamination de certaines molécules dans l'épaisseur d'emballage. Là, ça fait 10 microns à la petite échelle là. Être capable de voir où certaines molécules, alors là, c'est des molécules modèles, ces conditions laboratoires peuvent s'accumuler. Être capable d'imager. Les contaminants, quand on recontamine des papiers, on n'a pas les mêmes profils. Alors là, c'est pas forcément, c'est un contaminant de labo, c'est du rouge de Nil. On peut soit contaminer de manière relativement uniforme les fibres si on les met dans un bon solvant, si on met le contaminant dans un bon solvant, si on est dans un mauvais solvant, peu mouillable, qui mouille peu les fibres, on a l'accumulation des contaminants. Et vous avez un réseau de fibres. Voilà. Donc, je vous laisserai la présentation parce que je pense que j'ai dépassé largement le temps. Voilà. On a des résultats. Nous, on développe pas mal de méthodes aujourd'hui qui vont permettre de suivre la contamination. On travaille sur les approches causales aujourd'hui qui nous permettent même de savoir quand on prélève un aliment, c'est de savoir quelle est la partie de l'emballage qui le contamine. Voilà, on essaie d'avoir une contribution recherche publique sur des questions compliquées. Et j'ai juste un seul point qui me semble important pour toutes les discussions. Ce qui crée la contamination, c'est l'ignorance des mécanismes. Il n'est pas normal que vos professions ne soient pas sensibilisées. Je pèse le mot. Retournez un petit peu à l'école, c'est pas méchant. On a mis en place, financé par l'Union européenne, des outils en ligne, des outils que je gère, j'héberge et je développe. Et on est à plus de 10 universités pour vous expliquer ce que serait la conception sûre d'emballage et d'emballage responsable. C'est des éléments de débat. Regardez ce que les étudiants AgroParisTech ont dit en disant voilà, qu'ils n'étaient pas contents de leur formation, qu'ils pensaient qu'on ne faisait pas assez pour protéger la planète. Faites plus pour protéger vos consommateurs. Je vous remercie et je suis volontairement un peu polémique pour susciter un petit peu la discussion. Merci Olivier d'avoir réussi à condenser toutes ces informations en 20 minutes. Ce n'était pas facile. Donc, on a déjà quelques questions effectivement qui ont été posées sur le chat. Une première question qui est
Pourquoi une telle différence de réglementation plastique versus papier? Alors, il faut bien comprendre, alors, c'est à chaque fois qu'il y a une crise que les autorités rentrent en interaction avec l'industrie. Il se trouve que dans les années 80, le ministère de l'Agriculture britannique a découvert des contaminations massives de phtalates dans des aliments emballés en plastique. C'était le PVC qui dominait à l'époque. C'est à la base ça a construit la réglementation européenne. Les papiers cartons sont passés au travers. On a demandé au Conseil de l'Europe de gérer des recommandations, c'est même pas une réglementation, de gérer, de mettre en place et d'harmoniser. Donc le Conseil de l'Europe, c'est pas la Commission, c'est Strasbourg. Il y a la Russie, il y a la Turquie. Je fais exprès de citer quelques pays. Vous imaginez, c'est pas aussi fort. Et c'était plutôt bon enfant et ça avançait pas vite. Il a fallu que, notamment un chercheur, Connie Grob, développe des techniques de chimie analytique qui couplent chromatographie en phase liquide et chromatographie en phase gazeuse pour démontrer qu'on avait une contamination des aliments par les huiles minérales en provenance des papiers cartons. Et là, tout a changé. Mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Hein. Pour les spécialistes de transfert, ça peut se produire. Le papier et le carton, ça sent l'encre, ça sent le solvant, ça sent quelque chose. Sentez vos papiers cartons. C'est à peu près évident. Et si l'industrie ne se rapproche pas des autorités, c'est très difficile de mettre en place une réglementation harmonisée. Après, ça ne se fait que sous la coercition. Ça ne se fait pas forcément en bon échange. Aujourd'hui, on essaye d'avoir des actions, et on a les moyens aujourd'hui, d'avoir des actions collectives pour avoir les centres techniques, les associations professionnelles, pour discuter, essayer de trouver des solutions déjà constatées et mettre en place des solutions. Très bien. On a aussi des questions concernant d'autres matériaux. Alors, rapidement, parce qu'effectivement, on n'a pas beaucoup de temps, mais par exemple, est-ce qu'on a des données sur les textiles en contact avec les aliments? Alors, des textiles en contact des aliments, par contre, pour les produits d'hygiène féminine et couches culottes. Il y a un avis ANSES, une étude ANSES qui a été publiée il y a 3 ans. On nous a demandé d'expertiser une grosse action spontanée de l'industrie, c'est l'association EDANA pour les couches culottes, Pampers et autres, hein, parce qu'il y a des problèmes de transfert de substances. Et on est en train de faire une revue pour eux. Pareil pour l'industrie cosmétique, qui se pose des questions. Mais dites-vous que c'est des préoccupations qui sont assez nouvelles pour des sujets assez anciens. Et le fait que l'industrie s'en saisisse, c'est depuis 3-4 ans, quoi. Voilà, mais on a eu des demandes de Decathlon, on a eu des choses comme cela. Mais c'était des demandes très pointues. Mais oui, dès que vous utilisez des fibres textiles, si elles sont en provenance de polyester, hein, oui, formaldéhyde, par exemple, oui. Et alors, une autre question, quand il s'agit de matériaux hybrides qui peuvent être issus de fibres cellulosiques ou de biomasse de manière plus importante, puisqu'on parle beaucoup effectivement d'essayer de valoriser la biomasse pour faire des emballages alimentaires, quel référentiel prendre en compte quand on a une structure un peu hybride? Alors, c'est tout simple. Écoutez bien mes mots. Il n'y a pas de référentiel. Vous avez une obligation légale d'évaluation de gestion, c'est-à-dire d'évaluation et de gestion des risques. Tout ce que nous mettons dans les publications scientifiques pourrait être utilisé contre vous si on découvre qu'il y a un problème. Je les pèse. On a eu, parce qu'on a un historique de l'affaire isopropyl thioxantone entre Tetra Pak et Nestlé, qui a donné lieu au plus gros rappel produit de l'Union européenne, 40 millions de litres de lait infantile. Tetra Pak s'est retourné contre la Commission européenne et ses experts, et il n'y avait pas de réglementation. Quand vous n'êtes pas protégé par une réglementation harmonisée, c'est nos limites. Il n'y a pas de référentiel. Les risques chimiques ne sont pas gérés par des référentiels. Ils sont gérés par des standards de bonnes pratiques. Vous devez, et je comprends la difficulté pour les PME, c'est gigantesque ce que je suis en train de dire. Comment une PME de 30 employés peut avoir des experts d'évaluation de gestion des risques? C'est infaisable quand vous avez une réglementation qui peut changer à tout moment dans un autre pays.
quand il y a une autre publication scientifique qui peut sortir à tout moment. Sans réglementation, vous n'êtes pas protégé. Par exemple, l'industrie des plastiques qui ne nous aimait pas dans le passé, avec ce discours-là, ne demande qu'une seule chose, c'est avoir une réglementation pour être protégé. Vous, plastique, non pas plastique, excusez-moi. Excuse-moi, je t'ai vu, Frédéric, je pense plastique, j'associe parfois plastique. Pour les autres matériaux, pour les autres sourcings, il faut mettre ça sur la place publique pour mettre en place au moins des bonnes pratiques. On ne vous demande pas à faire plus que ce que l'on ne sait pas, mais vous ne pouvez pas ignorer ce que l'on sait déjà. Très bien. Merci à vous, désolé. Merci beaucoup, Olivier. Le temps est trop court. Je te laisse peut-être répondre à d'autres questions éventuellement sur le chat. Et on va donner la parole donc maintenant à l'entreprise Mallanger Packaging. Virginie, Grégory, à vous la parole. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc je me présente, Grégory Pacou. Je suis dans la partie commerciale et aussi sur la partie projet, notamment sur l'intégration des matériaux papier sur des utilisations, on va dire, conventionnelles. Alors, petite présentation rapide de l'entreprise. Je te laisse faire le suivi, super. Alors, nous sommes des fournisseurs et fabricants d'emballage souple. Mallanger, donc on est plutôt sur une orientation papier, parce que déjà, c'est dans notre ADN d'entreprise. On est des imprimeurs à la base, qui est une entreprise qui a été créée en 1908. Et nous avons toujours eu un rapport avec le papier, mais surtout sur la partie graphique, donc pas du tout sur le secteur packaging. Et c'est au rachat de l'entreprise par Stéphane Kirstetter en 99 qu'on a voulu orienter sur un modèle hollandais, en fait, orienter notre activité d'imprimeur sur la partie packaging. Donc, il a fallu avoir beaucoup de recherche et développement pour pouvoir intégrer cette application en interne et surtout aussi avec l'aide, parce que Mallanger est une PME, on est une vingtaine de salariés, et il a fallu s'aider notamment du CTP, du Centre Technique du Papier, qui nous ont accompagnés dans ce développement-là et dans les développements futurs, notamment de la gamme CyclePack. Donc voilà, donc on a les grandes dates chez nous, chez Mallanger, ça a été donc l'intégration début des années 2000, la fourniture donc de matériaux pour la partie recyclable, de matériaux recyclables emballage souple. De fourniture d'emballage souple avec une impression offset, et on a intégré la partie vraiment orientation recyclable depuis 2016. On a recherché le développement depuis 2016 avec une première commercialisation en 2019 de notre gamme. Ça, c'est pour la partie rapide, sur la partie historique. Donc, Mallanger, c'est quoi? Donc, c'est 3 rotatives de dépose au niveau impression et coating. On a une capacité à peu près d'une capacité de 68 millions de mètres carrés. Et maintenant, on est sur, on vient d'intégrer là une deuxième ligne, 2 lignes de façonnage, parce qu'on ne fournit pas que de la bobine pour équiper des machines de conditionnement conventionnelles, mais on intègre aussi la partie façonnage pour faire des sachets préformés. Sachant que notre orientation, on n'est pas un gros fournisseur du marché, on travaille surtout, nos clients sont des petites et moyennes entreprises, beaucoup de startups, parce que voilà, on a un process qui permet de travailler sur des minimums de quantité, à partir de 400 mètres carrés par exemple, ou 5000 sachets sur certains projets. Mais aussi, on travaille avec des très gros acteurs parce qu'on développe avec eux, on lance de nouveaux projets et on les aide justement à cette intégration sans avoir une structure trop lourde pour pouvoir mettre en place des nouveaux développements. Voilà. Donc, on a certains engagements RSE, donc ça, je vais peut-être plus laisser en parler par rapport à ça. Oui, donc nos engagements RSE, donc déjà, c'est une importance au niveau de l'origine de nos produits, donc surtout des matières premières, surtout le papier, que nous travaillons beaucoup. On essaye d'approvisionner un maximum en Europe proche. On a donc un seul site de fabrication en France, donc ici dans les Hauts-de-France.
On a une certification avec des normes de contact alimentaire, donc la FSC 22000, et on va être certifié donc là en septembre en norme FSC. Parce qu'aujourd'hui, nous utilisons déjà donc, des papiers issus de fibres vierges qui sont normes FSC, mais nous ne le sommes pas encore, on est en train de se mettre en place là-dessus. Donc on travaille, comme on le disait, avec beaucoup de parties prenantes, hein, avec Euromaterials, avec le CTP et d'autres partenaires là-dessus. Et on est également en étroite relation avec Citeo qui nous permettent d'être actualisés sur toutes les normes qui bougent fréquemment, comme on le disait tout à l'heure, et de pouvoir tenir informés nos clients, notamment par exemple sur l'utilisation des logos, les nouvelles normes, etc. Donc, un petit mot sur les emballages en fait plus naturels. Donc, Mallanger, c'est une PME. Alors, on n'est pas pour proposer, on n'a pas la prétention de remplacer les plastiques, clairement. C'est de proposer des alternatives à l'utilisation de des plastiques sur des matériaux, sur des produits qui en consomment beaucoup. Donc, c'est trouver des alternatives aux emballages plastiques, mais en aucun cas tout remplacer, ça c'est sûr. Réduire l'empreinte carbone de nos emballages, donc par réduction du dégrammage par exemple, des poids des emballages, et de pouvoir aussi, donc c'est comme disait Virginie, donc de fabriquer en France, essentiellement se fournir en Europe, de fabriquer au fur et à mesure du besoin, d'éviter les quantités de stockage, etc. De protéger des produits avec un emballage optimisé. Alors l'idée c'est jusque maintenant, notamment avec les plastiques, on faisait qui peut plus peut moins, on mettait de l'aluminium partout, aussi bien sur des PET à l'UPE que des papiers à l'UPE, et parce que l'aluminium c'est une super barrière, et voilà. On se rend compte maintenant que pour beaucoup de produits, on aurait tendance à avoir utilisé beaucoup de bretelles et ceintures, et qu'il y a des produits qui n'ont pas forcément besoin des barrières très importantes. Donc l'idée, c'est de réfléchir, c'est une réflexion qu'on fait avec nos clients, de réfléchir qu'est-ce que mon produit a réellement besoin comme barrière. Et c'est là où on vient réfléchir, se donner une réflexion par rapport à ça, travailler peut-être plus sur une barrière à la vapeur d'eau, plus une barrière à l'oxygène, plus une barrière aux graisses. Voilà, donc c'est là où on travaille beaucoup avec nos clients, par des analyses, des tests de vieillissement, etc. Et aussi avec l'aide de laboratoires extérieurs comme le CTP. Et également de proposer, bien sûr, et ça c'est très important pour éviter aussi le flou qu'il y a auprès de nos clients, c'est de proposer un emballage qui corresponde à une filière. Donc Exit, on ne parlera pas de biodégradable, éco-compostable, etc. L'idée c'est d'être, et ça c'est vraiment avec l'aide de Citeo, de proposer des emballages qui correspondent à une filière, qui soient recyclables, même si les normes vont encore évoluer, on le sait, et donc de proposer à chaque fois un emballage qui soit cohérent avec les circuits de collecte. Merci. Donc là-dessus, nos solutions sur la gamme CyclePack, c'est en effet de pouvoir proposer un emballage qui a une partie fibreuse la plus importante possible. Donc aujourd'hui, on essaie des pourcentages de 80% de fibres papier au minimum, et on peut aller à des solutions qui vont proposer jusqu'à 95% de partie papier. On ne propose pas des complexes, on reste sur des bases monomatériaux papier. Donc, on disait tout à l'heure, on utilise des fibres vierges FSC puisqu'on ne peut pas utiliser des fibres recyclées puisqu'on est en contact direct avec l'aliment. Donc, là-dessus, pour protéger l'aliment, on dépose des inductions avec des qualités fonctionnelles pour vraiment protéger, amener les différentes propriétés barrières. Le gras, l'oxygène, la vapeur d'eau, également des barrières aux huiles minérales, sachant que chaque produit est étudié, n'a pas forcément besoin de toutes ces barrières, donc on fait vraiment l'étude en amont pour savoir ce dont a besoin le produit. Et on a également cette possibilité d'apporter nous-mêmes une scellabilité partielle ou totale, parce que ça permettra de réduire encore d'augmenter plutôt la recyclabilité en amenant une scellabilité partielle. Et c'est également, notre option est d'apporter donc un papier avec des bonnes propriétés mécaniques, hein, parce qu'on connaît tous le papier, il est fragile, il a ses propriétés qui peuvent être plus compliquées là-dessus. Donc, celui d'amener des bonnes propriétés mécaniques et adaptables sur les machines de conditionnement conventionnelles. C'est où?
Vas-y, ah oui, pardon. Donc là-dessus, on propose des emballages qui sont conformes aux avis techniques CEREC et Citeo. Les certificats de recyclabilité sont réalisés par des laboratoires certifiés. Alors, on en a beaucoup qui sont certifiés également par le Centre technique du papier, mais on a également des laboratoires extérieurs. Et on accompagne nos clients sur les différents tests machines. On essaye d'avoir des relations étroites également avec tous les fournisseurs de machines pour pouvoir optimiser les différents papiers là-dessus. Donc, notre objectif est assez court, puisqu'à 2023, on voudrait proposer uniquement des emballages recyclables. Alors là-dessus, ça ne veut pas dire amener que du papier, ce n'est vraiment pas notre objectif. On sait que les filières également mono-PE sont en plein développement, donc on va pouvoir proposer différentes solutions, mais de pouvoir n'avoir des approvisionnements que de matières qui vont être recyclables avec des filières de tri existantes. Donc on voit qu'on progresse bien dans ce domaine-là. Et donc cette année, on n'a pas encore rentré les chiffres 2022, mais ils étaient également en progression là-dessus. Donc, on a voulu vous présenter quelques modèles de produits, même si derrière Cédric de la société Freeride le fera avec son expérience dans ce domaine. Donc, par exemple, on a remplacé pour un client historique, donc Nature Aliments, on a retiré l'aluminium de l'emballage. Je vais te laisser expliquer peut-être. Ouais. Donc, en effet, l'idée, comme je disais tout à l'heure, c'est de, le client utilisait un papier à l'UPE. Pour ceux qui connaissent, le 5012-925, c'est le standard du marché. Il l'utilisait parce que, c'était un standard des fournisseurs de fabricants à l'époque. Je parle de ça il y a quelques années déjà. Et voilà, donc c'est le parfait exemple de se dire, on s'est posé, on s'est mis autour d'une table. Le client souhaitait, c'est un client, un gros acteur du marché bio. L'idée, c'est de se dire, pour mettre un produit bio dans un emballage qui n'est au minimum pas recyclable, il y avait forcément un problème d'éthique. Donc, il a fallu d'avoir cette réflexion, mais on l'a fait, mais avant toutes les lois CEREC, etc., on a réfléchi à proposer d'autres alternatives. Donc, on a, avec l'aide du CTP, on a visité le site de la société Nature Aliments pour pouvoir voir comment il fonctionne, comment les machines fonctionnent, quelles sont les gammes de produits, les produits qui sont sensibles, qui doivent rester dans l'aluminium, parce qu'il y en a. Par contre, des produits qui, par contre, peuvent avoir une alternative en cycle pack. Donc voilà, ça a été de grandes discussions. Donc là, actuellement, 70% de leur gamme est passée en cycle pack. Reste 30% qui sont encore sur l'utilisation de l'aluminium. Donc là, vous avez différents types de produits, des réalisations. Donc là, c'était les tout premiers tests. Maintenant, c'est sûr que les exemples avec nos clients parlent mieux, mais c'est pour montrer toutes des applications. On est beaucoup sur des produits snack, tout ce qui est produit snacking, donc produits secs. Parce que c'est la part emballage est relativement importante. Il y a un gros souci justement de recyclabilité de ces emballages. Donc c'est là où on essaie vraiment d'apporter des alternatives. Bien sûr, là on parle beaucoup de produits agroalimentaires parce que c'est un peu pour ça qu'on est là aujourd'hui. Mais bien sûr, on est présent aussi dans les produits industriels, dans les produits de jardinerie, dans les produits de cosmétiques. Il y a beaucoup d'applications qui sont très différentes. Et on travaille aussi sur les papiers translucides. Donc ça, c'est une certaine version de nos références. Pour on devine le produit à l'intérieur. Donc toujours pareil dans les projets snacking. Et on a aussi les derniers projets qu'on a. Bon, ça, je vais te laisser plus en parler. Oui, c'est pour la partie Mediapack. En fait, c'est plutôt la partie hors agroalimentaire. Donc, c'est de remplacer, par exemple, les suremballages des magazines. Donc, retirer le plastique, le remplacer par le papier, qu'il soit blanc, translucide. On peut travailler différentes typologies de papier, différentes épaisseurs également. Et on est également sur des projets de produits industriels, de différents types de fournitures scolaires ou autres, où là aussi, il y a vraiment une demande, par exemple, du remplacement du blister plastique. Et voilà. Pour notre présentation rapide. On vous laisse les questions si vous en avez. Oui, merci Virginie, merci Grégory. Alors, est-ce que vous avez des questions? Donc, dans le chat, on n'a pas eu de questions particulières. Alors,
Je me permets d'intervenir. Il me semble avoir une question d'anglais. Je ne sais pas du coup finalement si elle est adressée à Malinget ou finalement à Olivier. Mais il y a Hélène Procureur qui demande si l'utilisation de carton en fibre vierge est-il un bon moyen de s'affranchir de tous les risques de contamination évoqués. Voilà. Alors, en fait, on utilise la fibre vierge parce que c'est tous nos emballages, nos matériaux papier, etc., ils sont normés au niveau contact alimentaire. C'est-à-dire que comme on propose des emballages qui sont en contact direct avec les aliments, sur certains papiers, certaines utilisations, donc on est obligé d'utiliser la fibre vierge. C'est-à-dire qu'on ne peut pas intégrer la fibre recyclée dans nos emballages. C'est également la même chose de nos encres. Nos encres, on utilise des encres faible migration, qui sont aptes au contact alimentaire. Et même si on a une utilisation, on va dire, industrielle, où la norme, on n'a pas besoin de normes alimentaires, néanmoins, dans notre process de fabrication, toutes nos fibres cellulose, toutes nos encres, etc., sont tous aptes au contact alimentaire, avec certificat, bien sûr, d'alimentarité à l'appui. Parce qu'on a un seul et même process, en fait, on a les mêmes rotatifs qui impriment, donc on ne peut pas se permettre de mélanger les encres, etc. Donc, dans notre process à nous, chez Malinget, parce qu'on utilise, même si on ferait que 30% d'emballage papier contact direct alimentaire, tout notre process de fabrication chez nous est sur la même lignée. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Oui, ça me paraît très bien. Alors, il n'y a pas d'autres questions, mais moi j'ai une question. En l'occurrence, vous aviez dit tout à l'heure, en citant donc l'exemple de votre client qui était passé sur SicklePack pour 70% de ses emballages finalement. Donc ça veut dire que vous avez également un service d'accompagnement en quelque sorte pour valider avec votre client quels emballages il pourra effectivement passer sur votre gamme et l'aider finalement peut-être à valider que sur certains de ces emballages, ces emballages étaient peut-être finalement surprotégés ou n'avaient pas besoin de barrières aussi grandes qu'avec des plastiques traditionnels. Alors, en toute humilité, on n'a pas chez Malinget un service R&D avec des chercheurs, etc. C'est-à-dire que bien sûr, on s'accompagne des gens avec le CTP qui vont comme on est une PME, c'est-à-dire que les interactions se font très rapidement. Pour valider, par exemple, si un client aujourd'hui veut avoir une validation, imaginons une DLC ou une DLUO de 1 an, on va faire un test de vieillissement d'1 an. C'est-à-dire que le papier, on ne peut pas, comme dans les plastiques, faire des vieillissements accélérés, etc. Ça, ce n'est pas possible. Donc, on prévient. Encore une fois, quand on fait des solutions papier, donc sans plastique, sans aluminium, on les accompagne dans le sens où on a une très grande prudence dans ce qu'on amène et c'est le client avec nous où on trouve des solutions. Si par exemple au démarrage du projet, on a fait les tests de vieillissement que pour 3 mois, on va garantir 3 mois. Si après au bout de 3 mois, on regarde au bout de 6 mois, ça fonctionne, on va garantir 6 mois. On y va étape par étape. Et c'est ce qu'on essaye de faire et d'accompagner. C'est-à-dire qu'on a bien sûr toutes nos fiches techniques avec nos barrières oxygène, vapeur d'eau, etc. Mais on se rend compte aussi que chaque produit est différent. Chaque produit, vous allez pouvoir avoir des produits un petit peu avec des pourcentages de lipides un peu plus importants que certaines d'autres références. Donc là, on va forcément utiliser des coatings ou des solutions un peu différentes. Donc on va essayer de s'adapter. Sans monter des usines à gaz. Donc, on essaie quand même de standardiser notre gamme, parce que SicklePack, c'est une gamme. On est à... On doit être une vingtaine de références différentes, oui. Donc, dans le papier, etc. Oui. Ouais, donc on essaie à chaque fois d'adapter, parce qu'on adapte par rapport au produit qui va être conditionné, mais on adapte aussi le papier par rapport à la machine de conditionnement, comme disait tout à l'heure Virginie, par rapport à la mécanisation. Voilà, c'est très important, en fait, de dire, et notre discours, il est clair, on ne vient pas remplacer, on vient apporter une approche différente de l'emballage. On ne vient pas remplacer les plastiques, avec les avantages en effet du papier, que tout le monde connaît, mais aussi les contraintes sur lesquelles il faut s'adapter.
Parfait. Alors, une autre question liée notamment, je pense, à l'évolution de la réglementation avec la loi AGEC et l'interdiction des emballages plastiques pour les fruits et légumes. Donc, on en vient à la question de la résistance à l'humidité, qui, je sais, effectivement, c'est peut-être pas encore d'actualité, mais ça pourrait le devenir prochainement. Là, avec l'exemple des carottes, mais bon, plus généralement, pour aller sur les produits avec un fort taux d'humidité. Alors, en fait, le papier, enfin d'autres en parleront mieux que moi hein, sur la partie, pour recycler du papier, en fait, c'est quoi? C'est on travaille dans des bains, en fait, on récupère la fibre. Donc, on a besoin d'eau pour récupérer la fibre et pour qu'un papier soit recyclé. Si on vient à proposer des papiers avec des barrières à la vapeur d'eau, des barrières à l'humidité trop importantes, en fait, le problème, c'est qu'après, on va avoir des difficultés à le recycler. En fait, toute la difficulté, elle est là aujourd'hui. Des coatings avec des barrières à vapeur d'eau très importantes, ça existe, on en a. Les mettre en application et remonter toute la filière et que ça ne vienne pas perturber toute la filière, c'est là un petit peu la difficulté. Donc, c'est pour ça qu'on essaie de faire très attention à ça et de s'entourer de personnes plus compétentes que nous. Mais il existe des coatings barrières à vapeur d'eau. Maintenant, il faut voir dans quelle utilisation il faut la proposer. Par exemple, je prends toujours l'exemple, c'est un pareil produit fruits et légumes. On va quand même préférer maintenir, par exemple, une barquette en carton pour mettre le produit, peu importe le légume, etc. Et nous, venir proposer le suremballage. C'est là où là, on peut faire, mais demander à une version cyclopack de supporter le poids d'un légume avec, en effet, sa respiration et son sointement par rapport à une fois qu'il est coupé et sorti de terre, c'est plus compliqué. Donc, on aurait besoin, en fait, des deux matériaux, du carton et du papier. Bon, merci beaucoup pour cette présentation. Maintenant, on va passer la parole à Cédric Guillemot de l'entreprise Fruitride qui va justement nous parler de son expérience de changement d'emballage et pour aller vers le papier, l'utilisation du papier carton. Donc Cédric, à vous la parole. Merci Frédéric. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Cédric Guillemot, je suis le fondateur et dirigeant d'une société qui s'appelle Fruitride, qui existe depuis 4 ans. On est basé à Nantes. Si je vous résume en une phrase qu'on fait, on produit et on développe des rubans de fruits qui adressent 2 grandes typologies de marché. Il y a à la fois le marché du snacking, de la confiserie et celui des aides culinaires. Avec comme ADN le fait d'avoir un produit parfaitement naturel. Je reviendrai un tout petit peu là-dessus après. C'est un process de déshydratation à basse température. Vous avez ici un panorama de notre gamme, donc comme je vous le disais, qui adresse à la fois, voyant à droite, les doigts packs. Donc là, on est vraiment dans l'univers du snacking. Et après, tout un tas de gammes qui sont plutôt au service de clients B2B, avec des produits qui permettent notamment de pouvoir composer des plats, des recettes et en gros au service de la créativité culinaire. L'ADN de notre produit, et c'est en lien assez fort avec finalement ce qu'on a voulu faire sur notre emballage, il se résume en plusieurs caractéristiques. Alors, on est bio, l'ensemble de la gamme est bio, et on est surtout 100% fruits. Pas de sucre ajouté, pas de colorant, pas de gélifiant. Ce n'est pas une présentation sur Fruitride, mais c'est pour montrer la naturalité du produit. Et un produit, et c'est de plus en plus vrai maintenant, c'est ce qu'on mange, mais c'est également clairement son emballage. Voilà, on a un produit sain, fondamentalement sain, et on voulait que cette naturalité se retranscrive dans l'ensemble de ce qui compose aujourd'hui notre offre produit. Vous avez ici un visuel assez rapide des différents canaux de distribution dans lesquels les produits peuvent se retrouver. Je passe rapidement sur la boîte, hein, ce n'est pas l'objet pour... Et puis là, quelques visuels sur la partie plutôt créativité culinaire. Donc, si j'en viens à l'essentiel de ce webinaire, ça a été évoqué plusieurs fois dans les présentations précédentes. En fait, quand on démarre sa société au démarrage, moi, je ne suis pas du tout un expert de l'agroalimentaire.
et qu'on développe des produits, on ne sait absolument pas dans quelle piste aller pour son emballage. La réglementation est super nourrie, compliquée, et lorsqu'on n'est pas expert, on n'a qu'une volonté, c'est d'avoir un emballage le plus safe possible. Et du coup, au démarrage de Freeride, il y a 4 ans, eh ben, j'étais parti, je crois, comme énormément de startups agroalimentaires, avec l'emballage le plus barrière possible. PE, PET, aluminium, puisque j'avais aucun recul et une très faible connaissance finalement à la fois de la réglementation et de la manière dont le produit pouvait évoluer. Et au fur et à mesure des années, des 3-4 années de développement de Freeride, j'ai vraiment mesuré la part croissante du poids de l'emballage, à la fois dans la perception des clients. Alors, je vous ai mis 1 ou 2 captures d'écran Citeo, mais vous connaissez tout ça aussi bien que moi, et à la fois des distributeurs. C'était du nice to have il y a 3-4 ans, et j'ai vu au fur et à mesure du temps que la capacité qu'on pourrait avoir à non seulement développer un emballage qui soit recyclable, mais dans lequel il n'y ait plus de plastique, deviendrait pour Freeride un élément encore plus majeur dans la différenciation produit. C'est vrai en GMS, c'est vrai en réseau spécialisé ou sportif notamment, où la volonté de réduire le plastique, donc c'est l'étape encore plus forte que la recyclabilité, est devenue vraiment importante. Donc, on a vraiment creusé. On a encore une petite équipe chez Freeride. Alors, on parlait tout à l'heure de PME de 30-40 personnes qui n'ont pas de spécialistes sur la partie réglementaire et autres. Chez Freeride, on est 7. Donc, on n'a clairement absolument aucun spécialiste là-dessus, mais on se nourrit de tout ce qu'on peut pour essayer de construire nos projets. Et donc, au fur et à mesure du temps, on a vraiment nourri cette intime conviction que notre capacité à pouvoir développer un nouvel emballage serait déterminante. Au tout début, le classique, comme je vous le disais, PET, plastique et barrière aluminium. Et c'est là où on a eu les premiers échanges avec Mallanger, qui a expliqué ce qu'il faisait au niveau du cycle pack et qui nous a permis de pouvoir progresser, avancer et puis surtout travailler le projet pour finalement aboutir aujourd'hui, depuis à peu près 1 an, à un emballage dans nos doigts pack qui est sans aucun plastique, sans aucun aluminium et notre produit le permettant. À l'échelle d'une toute petite boîte comme Freeride, qui est encore une TPE, les 3-4 points pour nous qui ont été importants, structurants, ça a été évoqué par Greg. C'est la partie vieillissement. Le premier objectif, nous, des produits qu'on commercialise, c'est au-delà de l'aspect sain, bio, etc., c'est que ce soit bon. Et donc, on a dû évidemment vérifier que le changement d'emballage n'avait aucun impact sur l'aspect organoleptique. C'est fondamental pour un produit comme le nôtre où finalement, si c'est trop sec, le produit qui passe très bon n'est plus du tout sympa à consommer. Donc, c'était un point évidemment majeur. Il fallait en aucun cas que notre changement d'emballage en 100% papier soit au détriment de la qualité de nos produits. C'est une évidence, mais il fallait évidemment qu'on le vérifie. Et ce qui est vrai sur la partie organoleptique, l'est évidemment sur la partie microbio, où on devait avoir l'intime conviction, via des analyses, que ce nouvel emballage aurait des propriétés barrières tout à fait cohérentes et satisfaisantes pour garantir la sécurité sanitaire du produit, même si on a un produit qui est quand même très, très stable. Et donc, tout ça suppose le temps. Et le temps pour une startup, je crois que c'est encore beaucoup plus vrai. Quand vous démarrez un projet, vous savez, grosso modo, il aboutira 2 ans après. Parce que nous, nos produits à fabrication ont 18 mois de DDM. Et comme l'a dit Grégory tout à l'heure, on ne peut pas faire de vieillissement en étuve accélérée. Par principe, puisque c'est du papier qui reprendrait l'eau immédiatement. Donc, quand on s'est lancé dans le projet, on savait qu'entre les premiers échanges et l'ensemble de la période de vieillissement, on travaillait sur quelque chose qui aboutirait 24-30 mois. C'est énorme pour une toute petite boîte, donc il faut quand même vraiment cette conviction d'aller dans ce genre de projet. Qui a également des impacts sur toute la partie process.
qui sont absolument pas à négliger au démarrage. La résistance mécanique d'un produit qui contient du plastique, c'est absolument pas la même qu'un produit qui est en monomatériau au papier. C'est vrai au moment du conditionnement, c'est vrai au moment de la distribution. Nous, nos produits ont des trous européens, qui soient mis dans en rayon notamment. Si votre trou européen se déchire à chaque fois que le produit est posé, c'est très concret, très pragmatique, mais c'est vraiment ça la réalité de la distribution. Donc aussi bien sur la partie amont process que la partie distribution, quelque chose sur lequel on a dû être vraiment vigilant. Et puis, ça a supposé quelques adaptations, alors à notre petite échelle, de notre outil de production. Je vais prendre juste un exemple, sur la partie scellage, la selleuse thermique qu'on avait auparavant n'était pas appropriée pour les nouveaux produits et les nouveaux emballages en monomatériaux. Donc voilà, il faut prendre l'ensemble de tous ces sujets en compte pour arriver à ce que le projet se réalise. Et puis après, pour finir, sur l'aspect coût, on n'a pas tellement eu le sujet pour Fruide, du coup, matière en tant que telle, dans la mesure où on était finalement très proche. Et puis, comme la boîte était quand même en progression, mais finalement, on commandait de plus en plus d'unités. Donc, il y a évidemment un côté d'optimisation, puisqu'on ne commandait plus 5000 ou 10 000 références par sachet, mais plus. Du coup, sur cette partie purement coût-matière, c'était plutôt cohérent. En ce moment, de toute façon, c'est un marché qui fluctue énormément. Et puis, il y a évidemment tous les coûts associés au lancement d'un nouveau packaging. Il faut refaire l'ensemble de ces doigts packs. Il faut communiquer. Donc voilà, c'est un projet qui est complet, qui est global, qui a pris en compte pour nous à la fois, évidemment, ce que l'on percevait comme les besoins des consommateurs, des distributeurs, et puis surtout de la volonté de Fruide d'avoir au final un produit 100% clean, aussi bien sur la naturalité de son produit que sur l'emballage qui le composait. Voilà, merci à tous. Merci beaucoup Cédric pour ces témoignages très intéressants. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions ? Alors, pour l'instant, je ne vois pas de questions dans le chat. Mais justement, enfin, moi, je voulais revenir justement sur cette collaboration entre, j'ai envie de dire, fournisseurs de solutions et entreprises utilisatrices, finalement. Enfin, déjà, merci d'avoir justement mis en avant tous ces différents points qui sont quand même assez importants et qui représentent pas mal de contraintes, justement, qui sont à prendre en compte. Mais justement par rapport à la recherche de solutions, voilà, pour vous, sur quel pilier vous êtes appuyé pour pouvoir trouver ce type de solution, voilà, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus justement sur d'autres entreprises justement qui recherchent des solutions aujourd'hui pour différentes solutions un peu plus durables? En effet, c'est un vrai projet collaboratif. À l'époque, Fruide était encore une toute petite boîte et du coup, c'est important de pouvoir trouver un partenaire, un fournisseur, finalement, à l'écoute de ses besoins et des quantités. Parce que dans l'agroalimentaire, parfois, quand on parle d'emballage, on parle de millions, de dizaines de millions par référence, ce qui n'est pas encore le cas de Fruide. Et du coup, cette capacité à construire un projet qui prend du temps, mais qui monte en puissance progressivement, c'est fondamental. Et c'est ce que j'ai pu trouver clairement avec Greg, avec Virginie, enfin toutes les équipes Mallanger Packaging qui ont accompagné le projet. Je ne parle pas d'un fournisseur d'emballage en fait là, je parle d'un partenaire qui a permis à Fruide de pouvoir faire ce changement complet qui était sûrement un des plus gros changements pour Fruide depuis son démarrage et donc qui suppose comme tout changement des risques et du coup cette capacité à être encadrée, accompagnée était déterminante. Bon, parfait, merci. Une deuxième interrogation aussi qui revient assez souvent, un emballage plus durable, souvent est un élément de différenciation sur le marché, et donc aussi il est important de manière générale de communiquer. Donc de votre côté, comment est-ce que vous avez communiqué sur cette innovation, si on peut le dire, auprès de vos consommateurs? Est-ce qu'ils sont au courant? Quels sont les leviers que vous avez utilisés justement pour remettre en avant cette différenciation? Alors, il y a eu deux grands types de communication, une plus institutionnelle
on a fait un communiqué de presse de manière basique et de la communication sur les réseaux sociaux. Et le deuxième, c'est sur notre emballage, où on précise clairement qu'on est sur un emballage qui est 100% papier. Voilà, c'est pas très original, mais c'est comme ça qu'on communique à la fois sur l'emballage et puis de manière plus globale auprès des différentes parties prenantes. Merci, très intéressant. Alors, j'ai l'impression qu'il n'y a pas plus de questions. Je vois Gérard qui aurait bien aimé pouvoir intervenir. Je pense que si on avait plus de temps, il y a la possibilité de vous inviter à participer, donc à venir sur scène et pouvoir échanger. Donc, je pense que ça pourrait être une solution qu'on pourrait explorer justement pour mieux faciliter l'échange justement avec les différents intervenants et voilà, qui nous ont apporté quand même des points de vue très, très, très riches qui sont tout à fait complémentaires et qui, je pense, voilà, répondent aussi à la problématique de plusieurs. Donc, merci encore, Cédric, pour cette présentation et pour le temps que vous avez consacré justement à ce webinaire. Merci. Et on est là, on peut en profiter pour dire justement que le prochain événement sera en présentiel et donc ça sera l'opportunité de poser des questions en direct, effectivement, pour tous les participants. Et donc, voilà, merci pour la diapositive. Ça sera donc le 6 septembre 2022 sur le site de Ramaterials à Tourcoing. Et la thématique choisie sera le recyclage. Voilà, donc vous aurez bien sûr les informations et le programme qui vous sera diffusé dès que possible. Voilà. Merci beaucoup pour cette précision, Frédéric. Donc voilà, en fait, la fois dernière, on avait fait un sondage sur les différentes thématiques. Donc aujourd'hui, on vient de boucler le second. Donc votre prochain choix, c'était la question du recyclage, comme Frédéric l'a dit, sera traité. Donc n'hésitez pas à venir nombreux. Et nous programmerons également plutôt pour la fin d'année les barrières fonctionnelles, voilà, au programme de mardi de l'emballage. Donc la date vous sera communiquée par la suite. Et voilà, merci beaucoup encore à tous les intervenants. Vraiment, c'était très riche, c'était très enrichissant, très édifiant pour le temps qu'ils ont consacré parce que voilà, c'est du temps et on est très content d'avoir partagé ce moment avec eux et avec vous. On vous demandera maintenant de nous donner votre avis. Donc, vous voyez dans le chat le formulaire. Donc, n'hésitez pas à le remplir pour faire des retours et également des suggestions sur les prochaines éditions. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon appétit. À très bientôt pour une prochaine édition du Mardi de l'emballage en présentiel. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.